Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo consacrée aux clés et aux ressources pour te permettre de mieux vivre ton empathie au quotidien. Alors la semaine dernière, nous avions parlé des confusions, des peurs, des différentes croyances qui pouvaient faire que justement on pouvait vivre assez difficilement et assez douloureusement son empathie. On avait vu qu'en regardant en soi, en introspectant, on pouvait se rendre compte que parfois, il y avait des choses effectivement qui ne nous appartenaient pas, mais que aussi parfois il y avait des résonances et des positionnements internes qui faisaient qu'il pouvait y avoir des activations et des choses qui nous appartiennent. Et nous avions parlé de quoi faire de ça quand ça nous appartient en fait quand même. Et nous étions restés sur cette question essentielle, importante, qui est ok, des fois vraiment ça ne m'appartient pas, mais vraiment pas. Et parfois c'est douloureux, c'est compliqué, ça crée des tensions, c'est pas facile. Donc là je fais quoi? En ayant vraiment cette conscience de rester dans l'ouverture et dans l'amour. Je fais quoi à partir de l'ouverture, de l'amour et en conscience? Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux clés et aux ressources pour mieux vivre ton empathie au quotidien. Alors pour répondre à cette question, que faire de ce qui ne m'appartient pas quand c'est compliqué? Il est nécessaire d'abord de regarder un peu plus en profondeur qu'est-ce que ça signifie réellement, ce ressenti, cette information m'appartient ou ce ressenti, cette information ne m'appartient pas. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui nous appartient, c'est ce qui vient de notre propre vécu, de nos expériences directes. On peut identifier clairement les causes, c'est-à-dire les expériences que l'on a faites soi-même là dans son corps réellement soi, et puis les conséquences, nos ressentis, ce que l'on pense, nos croyances, notre vision de qui on est, des autres, etc. Donc ça c'est cohérent, c'est congruent, ça repose sur une expérience sensorielle incarnée dans le corps. Et de la même manière que sur cette terre, la plupart du temps, je sais que si je lâche un objet, il tombe, eh bien j'ai aussi une sagesse qui m'appartient, qui correspond à mes vécus, à mes expériences directes, et donc j'ai développé un certain nombre de savoirs, de connaissances, de sagesse, de choses qui reposent réellement sur mon expérience directe. Donc ça, c'est ce qui m'appartient. Qu'est-ce que c'est ces choses qui ne nous appartiennent pas? Ça peut être des ressentis physiques, des ressentis émotionnels, des pensées, des schémas de comportement, différentes choses à différents niveaux de notre expression et de nos ressentis. Et ces choses-là viennent de l'extérieur. L'extérieur, ça peut être une seule personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un collectif, ça peut être une source d'information, ça peut être des médias. C'est souvent une personne ou une entité, en tout cas, que l'on a validée consciemment ou inconsciemment comme une référence, comme quelque chose de valable, comme une autorité, voilà, comme une référence. Et donc, consciemment ou inconsciemment, on laisse entrer ces pensées, ces informations ou ces ressentis-là. Donc ça, c'est assez subtil parce que souvent, on n'a pas conscience de cette validation que l'on donne par rapport à cette chose qui est extérieure à soi. Et ce qui est marquant par rapport à ces ressentis parfois physiques, émotionnels, c'est qu'on n'arrive pas à identifier clairement la cause et la conséquence. Le ressenti étant la conséquence, tiens, je ressens ça dans mon corps, ou tiens, je suis traversée par telle émotion, mais je ne vois pas d'où ça vient par rapport à mon expérience directe. Je n'ai pas de raison a priori de ressentir cette émotion-là. J'ai pas de raison a priori d'avoir cette contraction là dans le dos ou ce resserrement dans la gorge ou bref. Il y a différentes sensations comme ça que je ressens qui sont clairement là, mais je vois pas d'où ça vient et où est la cohérence et la congruence avec ce que je vis moi et ce qui m'appartient en fait. Et ça c'est déjà un premier indicateur que c'est possible que ça m'appartienne pas. C'est aussi possible que ça m'appartienne et que ça joue avec des choses qui se passent inconsciemment en moi, hein, évidemment, mais c'est aussi possible que ça m'appartienne pas. Alors imaginons comme ça que tu es confronté à un ressenti pas forcément agréable et vraiment c'est très clair pour toi, tu as introspecté, tu as regardé et tu vois pas vraiment en quoi ça pourrait t'appartenir. Pour toi c'est clair que ça t'appartient pas. Quoi faire? Premier élément de réponse, est-ce que tu peux identifier d'où tu sens que ça peut venir ou pas? Et d'où que tu sens que ça puisse venir, est-ce que tu peux prendre un moment, rien que pour toi, pour t'isoler? Peut-être physiquement, aller te balader dans la nature, aller prendre l'air.
peut-être juste en faisant une activité, sans forcément que ce soit un isolement physique, mais voilà, faire quelque chose où vraiment tu es comme dans ta bulle et tu es vraiment dans tes propres énergies, dans ta propre présence, et vraiment totalement que avec toi-même, et tu fais quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait du bien. Et voilà, prendre ce temps-là et voir ce qui se passe. Parfois, juste de s'isoler, d'aller prendre l'air, d'aller se balader dans la nature, d'aller marcher pieds nus dans la forêt, dans son jardin, aller respirer, faire du sport, faire quelque chose de créatif qui nous fait plaisir, voilà, bouger, se dépenser. Quelque chose vraiment qui nous fait plaisir et qui se passe entre soi et soi. Bien souvent, ça peut complètement suffire à ce que ces ressentis passent et après, bah voilà, c'est passé, c'est plus là et c'est tout. Donc des fois, c'est vraiment aussi simple que ça. Surtout si tu psychotes pas. Alors là, je te renvoie à ce que j'ai déjà dit dans les précédentes parties. Si tu psychotes pas et que juste voilà, tu prends un temps pour toi, il y a de fortes chances que ça puisse complètement suffire à ce que ça passe. Alors imaginons que tu as déjà fait ça, que non, vraiment tu ne psychotes pas, tu as confronté tes peurs, etc. Et il y a encore ce truc qui est là, et tu as fait 15 000 tours dans la nature, tu as marché pieds nus dans la forêt, tu as été dans ton jardin, tu as fait tout ça, et c'est toujours là, et c'est pas agréable. Qu'est-ce que tu peux faire ? Bah oui, parce que des fois, c'est tellement intense qu'on peut faire ce qu'on veut, en fait, ça passe pas. Parfois, on ne peut pas toujours s'éloigner. En plus, parfois, ça vient de nos proches, des personnes avec lesquelles on vit. Donc voilà, bah, dès qu'on revient chez soi, c'est reparti et ça recommence. Puis parfois, c'est tellement puissant, ça vient d'un collectif ou de quelque chose qui est tellement fort que c'est là et on n'arrive pas à faire que ça passe, en tout cas pas de cette manière-là. Donc quoi faire? Plus tu vas être en lutte, en résistance, plus tu vas être dans le rejet de ces ressentis, plus tu vas chercher à couper ou à te protéger par rapport à ces ressentis, plus il y a des chances que l'intensité augmente. Bah oui, parce qu'en fait, ton intention quand tu fais ça, en général, elle vient quand même de la peur, du rejet, de la séparation. Et en fait, la vie te confronte à ce que tu envoies, à ce que tu vibres, à ce que tu manifestes. Donc si ce que tu envoies, si ce que tu vibres, c'est de la peur, du rejet, de la lutte, de la séparation, la vie va te renvoyer à ça et donc tu vas te retrouver confronté à tes peurs. Alors le plus simple, ça ne veut pas dire que c'est le plus facile, mais en tout cas le plus efficace. Et ce qui va être le plus aligné avec cette intention d'amour et d'ouverture, ça va être quoi? Ben, ça va être de faire exactement la même chose que quand ça t'appartient. Bah ouais, c'est tout simple. Et là, je te renvoie à nouveau à cet e-book où j'ai décrit ce processus d'auto-guérison, d'introspection, avec toujours l'accueil, l'acceptation, le pardon et la gratitude. Donc c'est exactement la même chose. Donc quand tu es en présence de ces ressentis et que ça ne passe pas, quoi que tu aies mis en place, la proposition et l'expérience que je te propose vraiment de faire, et ça il faut vraiment l'avoir vécu pour prendre confiance et prendre conscience d'à quel point c'est puissant, c'est de se poser dans son corps, dans ses points d'appui, de respirer, de prendre un temps pour, par exemple, faire un stop. Je te remets le lien si tu sais toujours pas ce que c'est qu'un stop. Et puis après, de te relier à ces choses-là dont tu sens qu'elles ne t'appartiennent pas, ces ressentis physiques ou émotionnels ou ce genre de choses. Et puis de les accueillir. De les accueillir, de te permettre vraiment de les ressentir, mais à 100 et à 200%, et à laisser vraiment de la place en toi et en respirant, pour que ça puisse vraiment prendre la place que tout ce que ça a besoin de prendre, et de permettre à ton corps et à ta structure énergétique de gérer ça, de te faire confiance. Parce que si ces sensations, si ces ressentis sont là, c'est que tu peux les accueillir, c'est que tu peux les transformer, c'est que tu peux les libérer en toi, dans ta structure, pas pour l'autre et ce que vivent les autres, mais en toi, dans ta structure. Tu parles, de toute façon, tu t'occupes toujours que de toi, c'est bien de ça dont on parle. Donc, vraiment, je t'invite à tenter cette expérience. Tu te poses, tu accueilles, tu respires. J'ai fait une vidéo pour t'aider à accueillir ce qui se passe en toi. Je te remets aussi le lien. Peut-être que ça peut te soutenir aussi avec cette intention-là. Et vraiment, tu laisses les choses se faire. Tu fais confiance à ton corps. Tu observes, tu respires, tu ouvres et tu laisses circuler et tu laisses la vie œuvrer en toi. Et tu vas voir, ça va se transmuter, ça va se transformer, ça va se déplacer. Ça peut changer en intensité, en type de ressenti. Et tu laisses faire. Et tu respires. Vraiment, c'est toujours la clé. Respirer, ressentir et permettre. Et tu vas voir, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable les cadeaux que ce processus peut aussi nous faire quand ces ressentis ne nous appartiennent pas. Mais bon, je ne te demande pas de me croire. C'est vraiment une clé que je dépose là devant toi.
Et je te laisse ressentir si tu as envie de te saisir de cette clé et de tenter l'expérience. Mais vraiment, c'est énorme. Et au passage, comme de toute façon tu es en introspection, tu peux observer en toi s'il n'y a pas un peu de lutte, de rejet par rapport à ces ressentis, quelques peurs. Et si tu vois qu'en toi, il y a des choses qui s'activent, des réactions, des émotions, des mémoires qui te reviennent, là du coup c'est des résonances, ce sont des choses qui t'appartiennent, et là tu sais quoi faire, c'est exactement la même chose. Accueil, acceptation, pardon et gratitude. Tu vois, tu retombes sur tes pieds. Et si vraiment c'est RAS, rien à signaler qui puisse t'appartenir, aucune réaction, aucune réactivité, aucune intensité émotionnelle qui semble t'appartenir, ou enfin vraiment tu vois pas, si vraiment en toi c'est tranquille et qu'il y a juste ce truc là qui semble ne pas t'appartenir, bah, tu peux mettre le même accueil et le même amour et tu continues, voilà, à respirer tranquillement avec ce ressenti. Alors je dis tranquillement, des fois on est d'accord que c'est pas agréable hein, ce ressenti, mais tu peux mettre le même amour, le même accueil, la même délicatesse que tu ferais avec les choses qui t'appartiennent, mais c'est exactement la même chose. Et ça, c'est quand même une sacrée prise de conscience, parce qu'en général, ce qui fait que les ressentis empathiques sont douloureux, sont compliqués, créent des tensions, en fait, ce sont nos peurs. On a peur de ces énergies, de ces ressentis, de ces informations, on se demande ce que ça fait là, et on est en mode survie, on se défend par rapport à ça. Mais ce que tu vas voir, j'imagine, en tout cas l'invitation que je te fais, c'est de te rendre compte que vraiment, quand tu es tranquille par rapport à ces informations, à ces ressentis, quelle que soit leur nature, même si c'est des choses parfois avec lesquelles on ne serait pas en accord, on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, bah, quand vraiment on arrive à lâcher ses jugements, à aller dans l'accueil, à juste de voir le truc en se disant ok, c'est, et puis de le respirer, de l'accueillir, de le laisser circuler, il y a un moment donné où ça se dissout, ça s'en va, ça se transmute, ça se... Voilà. Et en fait, bah, c'est fini. Et puis on peut refaire nos petites activités, continuer notre vie, se faire plaisir jusqu'à la prochaine fois où on aura peut-être encore un autre truc qui passera, qui nécessitera peut-être qu'on refasse une introspection parce que peut-être comme ça, il faut mettre des fois un peu d'attention sur les choses, surtout quand on n'a pas l'habitude pour aider les choses à circuler parce que souvent il y a des peurs, il y a des crispations. Donc on a besoin de se poser en conscience pour dire ok, c'est quoi ce truc ? D'observer, de ressentir et de laisser circuler. Et puis des fois, avec l'habitude, il y a des choses où voilà, on sent, on accueille, on regarde ce qui se passe au niveau de ses sensations. Des fois, il y a des informations, des fois, il n'y en a pas. Des fois, on sait d'où ça vient, des fois, on ne sait pas d'où ça vient. Et puis voilà, quand on est vraiment tranquille et quand il n'y a pas de peur, ça passe. Ça passe en fait. Ce qui ne nous appartient pas, ça peut être des ressentis physiques, émotionnels. Et puis parfois, ce qui ne nous appartient pas, ça peut être des modes de fonctionnement, des pensées, des croyances. Alors ça, c'est un peu différent de l'empathie, mais j'en parle quand même parce que plus on est empathique, plus on va avoir facilement tendance à prendre les vérités de l'autre pour les siennes et avoir du mal à discerner finalement ce qu'on croit, ce que l'on croit l'autre, et on va comme ça être un peu une éponge qui prend assez facilement les pensées de l'autre, ses croyances, ses points de vue, et on a plus de mal souvent quand on est empathique à se poser dans les choses qui nous appartiennent et à ce qu'on pense vraiment soi-même. Donc déjà, l'empathie, ça va à mon sens, hein, mais tu me diras dans les commentaires si c'est ton expérience et si tu es d'accord ou pas avec ce que je dis. Mais quand on est empathique, on a beaucoup plus tendance, comme ça, à être en difficulté pour se poser dans ses propres opinions, ses propres croyances, sa propre vision des choses, et à construire sa propre congruence. Et qu'on soit empathique ou pas, la plupart des êtres humains, et en fait c'est bien normal, hein, c'est bien naturel, vont aussi fonctionner à partir de connaissances, en tout cas de croyances, de pensées, d'une vision des choses, qui en grande partie, en fait, ne leur appartient pas. Ce sont des croyances, des visions d'eux-mêmes, de la vie, des autres, de tout un tas de choses, qui vont venir souvent de leur éducation, de leur famille, de la société, de l'école, des médias et de tout un tas de choses. Et c'est bien normal de fonctionner comme ça. On ne peut pas tout redémontrer et tout reconstruire par soi-même. On ne peut pas faire toutes les expériences qui nous permettraient de prendre chaque connaissance et chaque savoir et de le revalider par soi-même à partir de sa propre expérience directe. C'est pas possible. Donc beaucoup des croyances, des informations et des choses à partir desquelles nous fonctionnons,
en fait, ne viennent pas de nos expériences directes, mais viennent de l'extérieur. Et c'est normal, c'est pas forcément un problème. Et c'est surtout pas un problème quand on a conscience de ça, qu'on sait que c'est un mécanisme normal de fonctionnement de notre mental et que c'est juste naturel en fait. Et voilà, et si on est prêt à chaque instant à remettre en cause ses croyances, ses savoirs, ses informations, ses visions, ses opinions, parce qu'on sait que ça vient de ce qu'un tel ou telle source ou telle autorité nous a dit et qu'on avait validé, mais si à chaque instant on est capable de remettre ça en question parce qu'on voit bien que cette information, cette croyance n'a l'air à un moment donné de plus coller avec la réalité, avec l'expérience qu'on fait, et bien alors c'est pas un problème. Tant qu'on a à peu près la conscience des choses et qu'on voit que ah tiens, cette croyance, pourtant j'avais vraiment cru ça, mais là visiblement ça n'a pas l'air d'être ça, ben hop, je change. Et tant que ça c'est possible, ben alors j'ai envie de dire ça va, ça reste fluide, ça reste vivant et c'est ok. Là où ça devient un problème, c'est quand on a validé des connaissances, des savoirs, des croyances qui en fait à un moment donné se retrouvent ne plus être en adéquation avec les expériences qu'on fait. Et alors là ça crée des tensions. Parce qu'à un niveau, même si ça reste inconscient, parce que parfois c'est tellement souffrant que ça reste inconscient, il y a une phase de déni par rapport à ça. Mais s'il y a un décalage entre des expériences qu'on fait et des croyances, une vision qu'on avait validée et qu'on n'arrive pas à remettre en question, et souvent on n'arrive pas à remettre en question parce qu'on est tellement identifié à ces croyances, à cette vision, que remettre ça en question, c'est hyper coûteux, pour plein de raisons possibles, hein, mais c'est souvent hyper coûteux. Et bien alors là, ça crée des sacrées tensions, ça cause ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Et ça, c'est hyper inconfortable, c'est crevant, hein, c'est vraiment fatigant, ça fait mal. C'est vraiment très difficile à vivre. Et c'est ce que vivent beaucoup de gens depuis un certain temps, tu t'en doutes. Prenons un exemple tout simple, un grand classique, vraiment un grand classique, et qui n'a rien à voir avec le Covid. Imaginons une petite fille qui grandit dans une famille avec une maman, peut-être une grand-mère, qui ont cette pensée bien ancrée que les hommes sont dangereux. Une pensée qui peut être consciente ou qui peut être aussi complètement inconsciente. Et il peut y avoir toute une lignée de femmes, hein, toute une lignée maternelle, qui a fonctionné un certain temps, pendant plusieurs générations, avec cette pensée, cette croyance, consciente et parfois inconsciente, enfin souvent inconsciente, que les hommes peuvent être dangereux. Donc cette petite fille va capter cette croyance et il y a de fortes chances qu'elle grandisse avec ce mode de fonctionnement, cette croyance inconsciente que les hommes peuvent être dangereux. Et donc elle va se positionner dans sa vie, ça va amener un certain nombre d'expériences, elle va être confrontée à un certain nombre de choses qui vont probablement conforter cette croyance que les hommes sont dangereux. Et puis elle grandit, elle devient une femme, elle a tout un tas de parcours, et peut-être qu'à un moment donné, elle va cheminer en conscience, et elle va prendre conscience qu'elle a vraiment cette croyance très forte, le masculin, les hommes sont dangereux, et elle se rend bien compte que c'est pas une croyance, un positionnement inconscient, et là du coup maintenant conscient, qui l'aide dans sa vie relationnelle, dans sa vie de femme, dans ses relations avec les hommes, et de manière générale, elle se rend compte que c'est pas une croyance qui est tellement au service de la vie en elle. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va choisir de fonctionner à partir d'une autre croyance. On peut changer de croyance. Et comment faire ça? Comment faire ça? Elle va avoir besoin d'aller accueillir tous les endroits, alors peut-être pas tout, mais un certain nombre d'endroits en elle, en tout cas les plus importants pour elle et dans son expérience de cette vie-là, et peut-être parfois aussi d'autres, mais en tout cas d'aller accueillir ces endroits en elle qui ont vécu des expériences parfois douloureuses, en lien avec cette croyance et en lien avec sa relation aux hommes. Donc elle va déjà, elle, dans sa propre vie, avoir à aller accueillir des traumatismes, des blessures, des choses que elle a vécues dans sa propre vie, en lien avec sa relation aux hommes. Mais ça ne suffit pas. Elle va aussi avoir besoin de se confronter à sa mère et à sa loyauté avec sa mère. Et là, il n'est pas nécessaire de parler en direct avec sa mère, hein. Ça peut se faire aussi avec un parent qui est éloigné géographiquement ou qui est décédé d'ailleurs. Et donc, mais en tout cas, elle a besoin intérieurement de se confronter avec l'image, sa représentation de sa mère, et de pouvoir dire et choisir clairement, de dire « Ok, cette croyance, maman, elle t'appartient, je te la rends, hein, merci mais non merci, mais maintenant, je choisis, moi, en conscience, de fonctionner à partir d'une autre croyance. Je lâche cette croyance que les hommes sont dangereux. Merci, mais non merci, je te rends ce qui t'appartient et je choisis de fonctionner différemment. »
Et quand on vit ce processus en conscience, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se confronte à qu'est-ce que ça nous fait de lâcher des formes de loyauté par rapport à sa mère, sa famille ou un groupe, ou quelle que soit la loyauté dont on parle. Et ça peut être douloureux, et là il peut aussi y avoir des résistances à lâcher ces formes de loyauté-là. Parce qu'il peut y avoir une fusion avec maman, il peut y avoir une très forte identification avec maman, ça peut être coûteux et douloureux pour la part de petite fille que cette femme est devenue, que cette petite fille puisse se dire « Ok, maintenant je suis un être différent de maman, j'ai ma propre autonomie, j'ai le droit d'être différent, d'avoir des pensées différentes, des comportements différents, je me dissocie de maman, hein, il y a cette image de couper le cordon, mais c'est encore même plus fort que ça. Alors moi je suis un être différent, j'ai ma propre identité, je suis un être unique. Et quand on pose qu'on est un être unique et différent des entités, des personnes, des groupes auxquels on avait fonctionné avec une très forte loyauté, mais ça génère énormément de peur, parce qu'on a peur d'être seul, on a peur d'être rejeté par la personne ou le groupe duquel on se dissocie. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses là qui se travaillent. Et donc ces choses, ces comportements, ces croyances qui ne nous appartiennent pas, c'est pas juste abracadabra, je choisis de fonctionner différemment et ça fonctionne. Un autre exemple de contexte dans lequel on peut très facilement se retrouver à fonctionner à partir de croyances, d'informations et de visions qui ne nous appartiennent pas. Allez, je résiste pas à te parler quelques instants du Covid quand même, hein, c'est trop tentant. Bah oui, quand tu as un matraquage médiatique mais tellement intense de tout un collectif qui est persuadé qu'il y a une certaine vision des choses et qui en plus cette vision est tellement anxiogène, c'est tellement angoissant et c'est tellement intense que là c'est vraiment compliqué de ne pas se retrouver influencé et pris dans cette vision qui est assénée par ce matraquage médiatique. Alors si, ce que vont dire ces médias, parce que a priori la plupart des gens quand même ils ont confiance dans les médias au départ, au départ. Donc ils se disent attends c'est des journalistes, pourquoi ils me mentiraient? Enfin je veux dire c'est quand même leur boulot de confronter, de recroiser les informations et pas juste de remettre tel quel ce que l'AFP a dit, hein, mais bon ça c'est autre chose. Donc dans une vision on va dire naïve un peu des choses, on pourrait se dire mais attends les journalistes c'est quand même leur boulot, il y a des faits, ils reportent des faits, ils recroisent des informations, ils vérifient les sources. C'est quand même la base du métier de journalisme. Donc on pourrait dire c'est bon, donc ce qu'ils vont me dire, je fais confiance. Et puis quand il y a des autorités politiques, des gens qui ont été élus par tellement de millions de personnes, on se dit bah c'est bon, on a envie de faire confiance, enfin, c'est notre tendance naturelle et oui c'est naturel. Sauf que parfois, il y a des personnes qui vont quand même faire la démarche de dire mais attends c'est quand même super flippant là ce qu'on me raconte, je vais quand même aller vérifier parce que est-ce qu'on est vraiment en guerre? Est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si dangereux? Et alors parfois, figure-toi que parfois, quand on fait cette démarche d'aller vérifier les chiffres officiels, hein, je ne parle pas de trucs bizarres, de sites complotistes et tout, je te parle juste des chiffres de l'INSEE, du nombre de morts, du nombre d'hospitalisations, tout ça. Et bien on se rend compte que les chiffres officiels, ça montre quelque chose. Et puis ce que disent les médias et la direction qui est donnée par ces autorités politiques, mais ça dit autre chose. Et là, il y a une dissonance, il y a comme quelque chose qui ne joue pas. Et alors là, voilà encore une belle raison de se retrouver en dissonance cognitive. Et ça, c'est quand même super compliqué. Et là, il y a des personnes qui, inconsciemment, hein, parce que c'est un mécanisme naturel de protection, et franchement, on peut bien le comprendre parce que c'est hyper souffrant, qui vont laisser de côté les informations et qui vont prendre le parti de faire confiance à ces médias, à ces autorités politiques. Et puis il y a des personnes qui sont comme ça, comme obligées de rompre cette confiance, qui n'arrive plus du tout à faire confiance ni à ces médias, ni à ces autorités politiques. Mais sauf que quand on rompt cette confiance, bah du coup, on ne marche plus avec la masse de ce que la plupart des gens pensent. Et donc ça a un coût qui est énorme pour un être humain de se retrouver sur le côté de la route, sur le bord de la route, on n'est plus dans le groupe, on n'a plus cette force comme ça de ce collectif bien pensant, parce qu'en plus tout ça c'est emballé d'une certaine manière. Mais ça, c'est hyper coûteux, cette peur d'être rejeté du groupe, d'être montré du doigt, hein, ces trucs de bouc émissaire, là, on a peur après de s'en prendre plein la tête parce qu'il y a ce phénomène de bouc émissaire dont je t'ai déjà parlé. Et donc ça, c'est hyper coûteux, et c'est clair que c'est déjà pas tout le monde qui va avoir cette démarche d'aller vérifier les informations, les chiffres et les faits. Et en plus, une fois que c'est fait, de vérifier les faits,
d'avoir le courage d'assumer que non, il y a un problème et qu'on ne peut plus fonctionner comme le groupe. Et ça, c'est hyper douloureux, vraiment. Si tu ne l'as pas encore vu, mais je t'encourage vraiment à aller regarder sur YouTube, hein, c'est gratuit. La vidéo, ça dure à peu près 1h30, qui s'appelle « Le jeu de la mort, l'expérience de Milgram 2.0 ». Alors là, ça, pour prendre conscience de la force, de l'influence d'un groupe et de l'autorité médiatique en plus sur son propre positionnement, sur sa capacité à discerner, à se positionner dans la justesse et à poser ses propres choix. Mais ça, c'est énorme. Franchement, va le voir. Si ce genre de questions, ça t'intéresse, je suis sûre que ça va beaucoup t'intéresser, beaucoup t'éclairer. Et en plus, je trouve que d'avoir vu ce documentaire, parce que c'est vraiment une expérience qui a été faite réellement, hein, c'est pas un film de fiction ou quoi que ce soit, c'est une vraie expérience qui a été faite avec vraiment des gens et tout, c'est hyper bien expliqué. Je trouve que d'avoir vu cette vidéo une fois dans sa vie, en plus je trouve que ça éduque quelque part, ça ouvre les yeux et ça protège un peu, je trouve, du fait justement de se retrouver mais tellement influencé par le collectif, par des autorités, parce qu'on a vu ça, en général ça nous choque, enfin, c'est assez dingue de prendre conscience de ça, en fait, de ces mécanismes que nous avons tous, hein, toi, moi, tout le monde. Et quand on en prend la mesure, je trouve quelque part que ça éclaire un endroit en nous et ça nous protège un peu de cette facilité énorme à être tellement influencé par le groupe, par des autorités. Bref, tout ça pour dire que ça me paraît vraiment essentiel de prendre conscience des raisons pour lesquelles on va continuer à valider telle ou telle source d'information, on va continuer à entretenir des loyautés avec telle ou telle personne, groupe, institution, médias. Qu'est-ce qui fait qu'on maintient ça en fait? Parfois on maintient ça parce que vraiment ces informations, ces croyances, ces différentes sources nous paraissent pertinentes et à chaque fois c'est cohérent avec les expériences directes que l'on fait. On sent que ça nous nourrit, que c'est juste, que ça nous fait du bien. Bon bah là, voilà, rien à dire. Mais parfois on sent bien qu'il y a un truc qui joue pas. Parfois on ne se sent pas complètement à l'aise. Parfois il y a des tensions. Parfois, on sent bien que ça ne matche pas avec la réalité, avec les expériences qu'on fait. On sent qu'il y a des dissonances. Et là, il y a à regarder, quand on sent qu'il y a des dissonances et des trucs qui ne jouent pas, qu'est-ce qui fait qu'on continue quand même à valider ces autorités-là et à fonctionner selon ces modes-là? Et là, quand on regarde ça, souvent, on va se retrouver à confronter toutes sortes de peurs, une fois de plus, hein. Des peurs d'être différent, d'oser exprimer et incarner sa différence, des peurs d'être rejeté, parce que justement, on est différent. Donc rejeté par telle ou telle personne dans telle ou telle relation, et donc on est là face à ces manques, à ces carences affectives, à tous ces enjeux parfois de pouvoir qu'il y a dans différentes relations, ces peurs d'être seul, cette peur de perdre cette personne-là en particulier. Parfois c'est des choses qui se jouent par rapport à des groupes plus grands, des collectifs, on a peur d'être exclu de certains groupes, ou de ne plus avoir certains avantages, certaines protections, donc on se sent en insécurité. Ou parfois juste le fait d'être différent, ça peut nous faire nous sentir en insécurité parce que on a remarqué que dans certains groupes d'humains, quand on est différent, alors on est conspué, montré du doigt, on perd certaines possibilités. Et puis il y a ce phénomène du bouc émissaire qui fait qu'on va aller d'abord taper sur celui qui est différent quand il y a un souci. Donc tout ça, ça fait que effectivement, c'est pas toujours évident de sortir de certains groupes, de certains fonctionnements, de certaines croyances, d'une certaine vision qui est validée et cautionnée par le plus grand nombre, et que avoir cette force-là de déjà discerner ça joue plus pour moi, ça colle pas avec ce que je vis dans mon expérience directe, et ensuite de le vivre, de l'incarner, et en plus après de l'exprimer, c'est sûr que c'est pas facile. Alors après, la bonne nouvelle, c'est que une peur ou des peurs, comme toutes les émotions, hein, ça s'introspecte, ça s'accueille, ça se transforme, ça se confronte. Toujours ce même processus dont je te parle quasiment à chaque vidéo et dans mon e-book. L'accueil, l'acceptation, le pardon et la gratitude. Et ça marche super bien. Ça marche super bien et ça fait tellement de bien de récupérer de l'espace pour juste assumer qui on est, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Même quand dans l'environnement, la plupart des gens, des médias, des différentes sources d'autorité, de tout ce qu'on veut, vont dans un certain sens et qu'on sent que soit ce qu'on vit, ce à quoi on aspire, c'est complètement un autre sens et c'est complètement autre chose. Mais juste le fait de savoir clairement qui je suis
quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je porte qui est si essentiel et qui a le droit et que de toute façon qui est différent des autres, parce que de toute façon chacun est différent, hein, qu'il soit au courant ou pas, même si on joue à se ressembler et à appartenir à un groupe, mais de toute façon on est différent, et le plus riche et le plus savoureux c'est d'être capable de former des groupes où on assume que chacun est différent et chacun a sa propre identité. Mais quand on a encore cette illusion et cette croyance qu'il faut être comme les autres pour appartenir au groupe, et que le groupe n'est pas capable d'intégrer chacun dans son unicité et dans sa différence, alors ça génère mais énormément de souffrance pour chacun, et ça c'est hyper violent pour chacun. Donc c'est vraiment un chemin d'individuation, de conscience de soi, et ensuite d'expression de soi. Et là ça devient à nouveau possible de vivre dans un environnement où il y a des émotions et plein de choses qui se passent qui sont vraiment pas faciles à observer, que l'on peut ressentir sur un point, sur le plan de l'empathie. Mais quand je ressens ça, et que je sais qui je suis, je sais où est ma maison, je sais me placer là à l'intérieur de moi, et je sais vraiment qui je suis à tous les niveaux de mon être, alors c'est beaucoup plus facile à vivre, ça c'est clair. Et quand on accueille ses peurs, quand on confronte ses peurs, alors toute loyauté inadéquate peut s'arrêter là. Merci, mais non merci. Merci de m'exprimer qui tu es, merci de partager qui tu es, ta vision, tes croyances, tout ce qui te semble juste. Mais moi, je sais qui je suis, et là, ce que tu me partages, ça ne joue pas pour moi. Donc merci, mais non merci. Et ça peut être fait dans la joie, ça peut être fait de manière légère, ça peut être fait avec humour. Il n'y a pas besoin que ce soit dans la confrontation violente, dans la guerre et dans le rejet, et dans le reproche et dans le jugement. Ça peut être « Ah ouais, c'est comme ça que toi tu vois les choses ? Ah ok. Bon bah écoute, moi je vois les choses différemment, j'adhère pas à cette manière-là de faire, ou de voir, ou de vivre. Mais c'est ok, tu as complètement le droit, toi, de vivre comme ça et de faire comme tu veux. Tu fais ce que tu veux avec ta vie, ton corps, etc. Moi je vais faire autrement. » Et voilà, et quand c'est vraiment vibrer et assumer, et vraiment pour soi c'est complètement ok que l'autre soit différent, eh bien alors voilà, il y a plus de problème en fait. C'est beaucoup plus léger. Le problème c'est quand l'autre ou soi-même cherche à forcer un autre à faire comme lui, parce qu'il pense que c'est la seule manière de faire, de vivre, de penser, de voir les choses. Alors là c'est sûr que c'est là que la souffrance commence. Quand je dis merci mais non merci, c'est pas juste un merci de politesse. C'est vraiment un merci qui est ressenti dans les tripes, parce que grâce à cette confrontation à la différence, à la vérité de l'autre, et au fait que je ressente que moi je suis différente de cette vérité qui m'est partagée, ben j'ai l'occasion de me rapprocher encore plus de qui je suis. Et ça c'est joyeux. Donc c'est vraiment un cadeau que l'autre me fait, de m'exprimer et de confronter sa différence à la mienne, parce que ça me révèle encore mieux mes propres couleurs, mes propres aspirations, mes propres valeurs. Donc merci de me montrer à travers nos différences qui je suis. Merci vraiment du fond du cœur et du fond des tripes. C'est vraiment quelque chose qui est ressenti. Pour finir cette vidéo, je voudrais revenir aux personnes qui sont très en lien, pour le coup, avec leur empathie et qui trouvent que c'est trop, c'est too much. Soit parce que déjà il y a le contexte actuel il génère beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations, donc déjà juste avec le contexte on peut avoir la sensation que c'est trop. Mais en plus il y a certains contextes de vie, certaines activités professionnelles dans lesquelles on se retrouve confronté à beaucoup de souffrances ou à tout un tas de circonstances qui peuvent faire que l'empathie est mise à rude épreuve et on a vraiment cette sensation « non mais là c'est trop ». Il y a trop de sensations, il y a trop de souffrances, il y a trop de ressentis, c'est vraiment too much. Quand on vit tout ça, et c'est bien naturel et vraiment on peut le comprendre, on peut avoir cet élan spontané d'avoir envie de couper avec tout ça. De couper, de se protéger, de mettre des armures, de se dépolluer, de se purifier. Et ça vraiment on peut le comprendre parce que c'est douloureux, donc on a envie comme ça de faire table rase et on a envie que ça s'arrête tout simplement. Sauf que bien souvent, ce sont des stratégies qui viennent de la peur, qui viennent de l'ego, qui viennent des espaces de survie en soi. Et quand on vibre la peur, quand on manifeste la peur, eh bien c'est ce qu'on va créer. Donc quand on a ces stratégies de coupure, de protection, de purification et de nettoyage, on passe son temps à se nettoyer, se purifier,
c'est sans fin, et ça n'amène que, ça ne fait que entretenir ce cycle de peur, de séparation, de lutte, de guerre, et finalement c'est violent en fait. C'est vraiment quelque chose qui nourrit ces peurs et ces violences. Alors ça peut fonctionner un temps, Pourquoi ça fonctionne déjà? Ça fonctionne parce qu'on y croit surtout, ça fonctionne parce qu'on y croit et parce qu'on a besoin d'y croire. Donc à un moment donné, on va rester dans ce truc-là parce qu'on en a tellement besoin, on nourrit le truc et on le crée en fait. Et puis il y a un moment donné, quand on est prêt, où ça marche plus. Et quand ça marche plus, alors ça marche plus parce que on n'a plus les bénéfices de la stratégie qu'on avait mis en place. Vraiment ce truc là, des fois c'est un objet, une prière, il y a tellement de stratégies possibles selon ses croyances. Mais voilà, ça marche plus. Ou soit parce que l'objet en lui-même ne fonctionne plus, ou alors il est perdu, ou voilà. Mais parfois il y a quelque chose d'encore plus fort qui arrive, que cet objet, cette stratégie semble ne plus être assez puissante et on se retrouve encore confronté à ces désagréments, ces inconforts. Et quand ça arrive, alors vient le temps, enfin en tout cas pour moi, c'est mon regard sur ces choses-là et c'est mon expérience. Alors arrive le temps de baisser les armures, de baisser les stratégies et de confronter les peurs. Et c'est vraiment ce que je te disais déjà dans les précédentes vidéos. À partir d'où est-ce que tu as l'élan de vivre ton empathie, l'intention de vivre tout ça, à partir de la peur ou à partir de l'amour? Et tant que tu vis les choses à partir des peurs, c'est souvent parce que tu n'as pas les moyens ou tu n'as pas les connaissances ou la conscience de faire autrement, donc tu fais bien comme tu peux et là tu mets en œuvre les stratégies que tu peux avec ça. Mais quand tu prends conscience qu'il y a d'autres manières de faire et que tu peux tout simplement faire ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire accueillir les choses en confiance, laisser circuler, laisser ton corps transmuter et transformer les choses et les laisser se dissoudre en fait, les laisser s'apaiser et se guérir, alors là ça t'ouvre évidemment bien d'autres possibilités. Mais là, il y a les peurs d'abord à confronter, ces peurs d'être pollué, d'être intoxiqué, d'être toutes ces peurs dont je t'ai déjà parlé avant. Et j'ai commencé par ça, parce que je crois que c'est vraiment ça qui est au centre du fait de mal vivre son empathie, tout simplement. Donc quand on est sur un chemin de conscience, quand on prend conscience de tous ces mécanismes, quand on reçoit ces informations, ou quand on se retrouve confronté à ces situations, pour moi, en tout cas dans ma réalité, il y a un moment qui arrive où on a à baisser les armures. On a à baisser les armures et on a à s'ouvrir à la vie, on a à baisser les protections et on a à respirer et à s'ouvrir à la vie, à l'amour et à se faire confiance, à faire confiance à la vie en fait. C'est simple à dire mais c'est pas du tout simple à vivre. Mais quel saut quantique, quel bond, quelle transcendance, quel cadeau ça amène quand on se permet de le vivre. Parce que après on en rigole, après on se dit waouh mais je faisais tout ça, waouh, mais je me moque pas du tout parce que je l'ai fait en plus de 20 ans de pratique d'énergétique, c'est clair qu'on passe par tout un tas d'étapes, on se protège, on met plein de trucs en place, j'ai fait tout ça. Quand on regarde ça après, on peut en sourire avec beaucoup de tendresse, mais quand on est dedans, c'est super flippant en fait. Et donc toute l'empathie, potentiellement, ça va jusque tout ça. Toutes ces sensations qui font tellement peur. Mais il y a un moment donné où ces peurs, on peut les confronter quand on est prêt, quand on sent qu'on a la disponibilité pour ça. Et ça ouvre tellement. Ça ouvre tellement de magnifiques cadeaux. Donc si tout ça, ça te parle, si le fait d'être envahi par tout un tas de sensations, de ressentis, d'informations et que tu sens que c'est too much et que tu es comme une éponge et que tu te sens pas bien avec tout ça, si tu as l'impression que c'est trop et que voilà, tu vis ça pas bien, moi je t'inviterais vraiment à regarder quelles sont tes croyances sur tout ça. Quelles sont tes croyances sur toi, sur les autres, sur ce que ça peut te faire, et d'aller accueillir tout ça. Et parfois, toutes ces sensations, si elles sont là, c'est l'occasion d'apprendre quelque chose sur soi. Ça peut être aussi l'occasion, par exemple, d'apprendre à poser ses limites, parce que ce que tu peux percevoir dans ta structure psychique, normalement, c'est toi qui le décides, c'est toi qui le choisis. Tu peux dire, voilà, là maintenant, je décide que ça, c'est ma limite et je ne veux pas avoir accès à tel ou tel type d'information. Alors déjà, il y a quelles sont les relations et comment tu vas les gérer, comment tu vas écouter tel ou tel média. Tu n'es pas obligé de te connecter à tel ou tel média. Tu peux aussi choisir à qui tu te connectes et comment tu le fais. Mais tout ça, ça s'apprend et ça se maîtrise. Donc quand tu as posé clairement en conscience, voilà, ça, je ne veux plus avoir accès à ce genre d'informations ou ce genre de ressenti, voilà où est ma limite et tu regardes où est ta juste limite. Et si en ayant posé comme ça clairement en conscience tes limites, tu vois que ça continue,
alors il y a à regarder où sont tes croyances. Est-ce que dans la vie, pour toi, par exemple, c'est facile de dire non et de poser tes limites et de les faire respecter? Parce que ça, tu peux le vivre dans tes relations, j'ai envie de dire, normales en dehors de l'empathie, mais l'empathie aussi te confronte à ça. Si tu as du mal à dire non, l'empathie, ça va beaucoup te confronter à ta capacité à placer tes limites, à les faire respecter et à ta capacité à dire non. Donc tu vois, ça c'est une des possibilités qui fait que malgré le fait qu'on ait dit voilà, ça c'est fini, maintenant je veux plus telle ou telle perception, mais en fait ça continue cette empathie et ces perceptions, elles sont encore là. Ça c'est une des raisons possibles. Après, il y a plein de choses qui peuvent se passer et ça tu peux le discerner en regardant vraiment, en introspectant pour toi en conscience, qu'est-ce qui se passe pour toi? Parfois on a plusieurs parts en nous, enfin on en a même pas mal des parts en nous, mais parfois il peut y avoir une part qui effectivement trouve que c'est too much, que c'est souffrant et qui veut plus avoir tout ça, mais il peut y avoir d'autres parts en nous qui continuent à être curieuses, qui ont envie de savoir, qui ont comme ça cet appétit de connaissances, d'expérience. Parfois c'est grisant, c'est fascinant d'avoir tous ces ressentis, d'être connecté comme ça au monde. Il peut y avoir des parties qui utilisent ça justement pour rester connectés aux uns et aux autres parce qu'il y a cette peur d'être seul. Il peut y avoir plein de raisons. Il peut y avoir aussi cette partie en soi qui a l'impression d'avoir des super pouvoirs et qui est dans ce truc, ouah, c'est génial parce que c'est nouveau peut-être, ou c'est grisant, ça flatte des parties de puissance. Donc tout ça, c'est à regarder aussi. Et puis parfois, il y a aussi ces parts en nous qui sont en insécurité et qui vont inconsciemment utiliser tous ces ressentis et toutes ces informations pour avoir la sensation de contrôler encore mieux son environnement. Parce que plus j'ai d'informations, plus je sais, plus je vais pouvoir contrôler, donc j'ai moins de chances d'être surpris, d'être déstabilisé, je vais pouvoir tout anticiper et tout contrôler. Ça aussi, ça peut être des raisons inconscientes de maintenir des empathies qui sont extrêmement développées et qu'on n'arrive pas à bien gérer, qu'on voudrait refermer, mais on n'y arrive pas. Donc tu vois, chaque cas, chaque personne, chaque structure psychique est différente, et donc c'est à chacun de regarder, ok, j'ai toutes ces sensations qui sont douloureuses, c'est too much, j'arrive pas à les réguler. Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce qu'il y a des parties en moi qui correspondent à telle ou telle peur, telle ou telle croyance? Et c'est en accueillant et en faisant ce processus de guérison sur chacune de ces parties, peut-être celle qui veut tout contrôler, donc accepter de lâcher le contrôle, ou peut-être celle qui veut rester connectée à certaines personnes, ou celle qui veut être dans les super pouvoirs et tout ça, hein, toutes ces choses grisantes et tout, ben, c'est à chaque partie comme ça d'être accueilli, d'être regardé en conscience pour rééquilibrer et repositionner les choses. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire à l'intérieur de soi. Et si ça te parle, si tu sens que tu as besoin d'aide pour justement aller voir tout ça, mettre de la clarté et rééquilibrer un petit peu les choses, tu sais que tu peux me contacter directement en utilisant cette adresse URL. C'est vraiment du cas par cas. Et pour moi, l'empathie, c'est vraiment une capacité, mais qui est merveilleuse, qui permet de recevoir tellement d'informations, d'accéder à tellement d'expériences, de se connecter bien sûr à l'autre, mais aussi à chaque fois en miroir et par effet de résonance encore plus à soi-même. Et c'est un révélateur de tellement de choses, évidemment dans le monde, mais surtout et avant tout de soi-même. Ça révèle mais tellement de choses de soi-même, cette empathie. Voilà pour cette deuxième vidéo sur l'empathie et sur les ressources qui vont te permettre de mieux la vivre au quotidien. Si tu as aimé cette vidéo, si tu trouves qu'elle peut inspirer, si elle peut soutenir d'autres personnes, alors n'hésite pas à soutenir sa diffusion, tu peux la liker, tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux bien sûr la partager largement dans les réseaux sociaux, dans les groupes et partout où tu penses qu'elle peut être utile. Je te souhaite de belles introspections, de belles expériences avec ton empathie et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je t'embrasse. Bye bye.